Eh bien, bonjour et bienvenue dans l'émission La vie de l'ado. Pour cette avant-dernière émission, on va saluer d'abord notre caméraman, Gérard Pommier. On va saluer aussi et remercier notre ingénieur du son, Jean-Yves Bernard. Et puis on va avoir une pensée pour notre président qui est en souffrance. Et on va lui souhaiter un bon rétablissement après son opération. Lionel Chalex, on est avec toi. On te fait passer la force et le courage de cette équipe de jeunes que tu as vu renforcer aujourd'hui. Donc bonjour à Joanne, qui est à l'extrême gauche. Bonjour Enzo. Bonjour. Christophe. Et bonjour chère Hélène. Bonjour. Le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est particulier. On l'a intitulé « Les chemins de la vie de l'ado ». On a vu tout au cours de nombreuses émissions qu'on a fait ensemble que les ados avaient une façon de penser, une façon de voir, une façon d'entreprendre les choses qui était extrêmement pertinente et qui nous surprenait, nous, souvent les adultes. Eh bien, il faut tenir compte de leur appréciation des choses. Par contre, moi, je me pose la question, vous posez aussi la question de savoir, mais que vont-ils devenir? Si les petits cochons ne les mangent pas, que vont-ils devenir? Eh bien, c'est ces chemins que nous allons essayer d'entreprendre, de voir, de concevoir. Hein. Parce que si l'adolescence est considérée entre 13 ans et 16 ans, il y a la préadolescence, il y a l'adolescence qui commence à 16 ans, qui va jusqu'à 18 ans, et puis... Va-t-on savoir si un jeune de 18 à 22, 23 ans est encore dans l'adolescence ou dans l'âge adulte? Psychologiquement, morphologiquement, intellectuellement parlant, physiologiquement, il sera prêt à entamer sa vie d'adulte vers l'âge de 23, 24 ans, tandis que les femmes sont beaucoup plus précoces, entre 19 et 21 ans. On peut considérer qu'une femme est devenue femme en pleine possession de ses moyens, tant intellectuels que physiques et que physiologiques. Donc là, on a encore des débiles mentaux en puissance qui vont s'avérer et s'affirmer plus tard. Mais on va voir comment ils vont nous interpréter et nous expliquer quels sont les différents chemins. Alors, il y a quelque chose qui peut vous choquer lorsqu'on voit à côté de moi Hélène. On s'aperçoit qu'Hélène est un peu plus âgée que nos jeunes garçons, là. Eh bien, j'ai voulu la faire venir car après les chemins de l'adolescence, on arrive au système universitaire pour ceux qui vont faire des études, au monde du travail pour ceux qui vont travailler. Et j'ai voulu qu'elle témoigne, puisqu'elle est étudiante. Elle va vous expliquer sa vie, elle va se présenter, mais elle va pouvoir nous éclairer et les éclairer sur ce qui les attend demain dans leur futur. Parce que vous allez voir que les chemins ne sont pas tous très roses. Alors, je vais lui laisser le soin de se présenter. Eh bien, je te donne la parole, ma chère Hélène, et tu vas te présenter, dire qui tu es, d'où tu viens, et quel est, en quelques mots, ton cursus. Eh ben, comme tu l'as dit, donc, je m'appelle Hélène Moner-Vilgas. Donc, je suis née, j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans en Guadeloupe. Et après le bac, j'ai pris la décision qui peut paraître un peu cascadeur et qui l'a été de faire mes études supérieures à Bordeaux. Donc, du coup, à Bordeaux, j'ai fait une licence de droit où j'ai connu des hauts, j'ai connu beaucoup de bas. Et à présent, j'ai obtenu ma licence. Et malheureusement, avec ce qu'on appelle la sélection en master, j'ai pris en quelque sorte la décision, même si ce n'est pas forcément la mienne, d'arrêter ma licence. Et pour le moment, je suis rentrée dans le monde du travail, où je travaille actuellement pour une enseigne de fast-food fort bien connue, où j'attends de passer à présent le concours de greffier. Donc, comme l'a dit Jean, effectivement... je ne suis plus une adolescente, je ne suis plus une enfant, mais est-ce que je peux dire que je suis une adulte? Je ne sais pas encore. Je sais que je paye des factures, je paye un loyer, c'est très difficile. Franchement, ça me manque de ne pas vivre chez ma maman. Mais pour autant, est-ce que je m'estime comme une adulte, comme Jean par exemple? Pas encore, je suis encore très loin. Mais je peux dire que j'ai déjà plus un pied dans l'âge adulte que l'enfance, voire même l'adolescence qui commence à être un peu loin maintenant. Voilà. Voilà pour cette présentation. Vous avez vu ce qui vous attend en préliminaire, parce qu'après on va peut-être accentuer. Désormais, s'offrent à vous des chemins.
Les fameux chemins de la vie. Lorsqu'on est adulte, lorsqu'on est papa, lorsqu'on est maman, on dit à ses enfants, tu sais, dans la vie, il y a des chemins qui vont te conduire au bonheur, puis d'autres qui vont te conduire au malheur. Alors, dans les chemins qui te conduisent au bonheur, à mon sens, à mon homme d'avis, en tant que pseudo-psychologue, hein, puisqu'avec ma maîtrise de psychopédagogie, je peux quand même donner un avis, qui n'est pas certes un avis des scientifiques, mais un avis. Il y a les chemins qui conduisent au bonheur, c'est-à-dire une scolarité, une enfance avec quinca, avec tous les petites anicroches qu'il peut y avoir dans une enfance, mais certes, mais une scolarité qui vous conduit au collège, au passé au lycée, au baccalauréat et ensuite à l'université ou dans une unité ou alors dans un centre d'apprentissage pour apprendre le métier. Mais vous concernant, on a affaire à des enfants qui vont aller vers le monde de l'université. Donc des chemins qui vous conduiront à l'émancipation, à la voiture, à une société de consommation, une belle vie, une vie normale. Puis après, vous vous marierez, vous aurez des enfants, et puis vous mourrez, puis vos petits-enfants, puis nani, nana, nana. La vie, quoi. La vie de neuneu ou la vie de bobo. Selon qu'on est neuneu, qu'on paie ses impôts, qu'on travaille, ou qu'on est bobo et qu'on se la pète. Puis alors après, il y a la vie d'aventurier. On prend les chemins de l'aventure. Et puis là, dans les chemins d'aventure, ils peuvent bifurquer vers, si t'arrive un accident, vers l'invalidité, et puis si t'arrive un gros accident de l'autre vie, vers la prison. Donc c'est ça que nous, on essaie de dire aux enfants. Faites attention, il y a des pièges partout. Donc, quel chemin prendre? Enzo, je te vois rire, rigoler avec Giovanni, mais on va voir, on va vous donner la parole. Pour voyager loin, ménage d'aventure. Ménage ta monture, Jean Racine, 1643, Les Plaideurs. Ben, il avait raison. Alors pour voyager loin, il faut des armes. Il faut, et c'est ces armes-là, c'est que je vais vous demander votre avis sur, pour voyager, avoir un projet de vie, il faut avoir confiance en soi. Avez-vous confiance en vous? Johan, je t'écoute. As-tu confiance en toi? Oui. Oui, très bien. Mais encore? J'ai bien confiance en moi. Voilà. Je crois en mes capacités. Je pense que peu importe ce que j'essaierai de faire, je pense que je peux y arriver, même si ça peut être dur. Précise davantage ce que philosophe autour de la confiance. Qu'est-ce que la confiance? Essaie de me la définir. Enzo, tu peux prendre le relais et toi, tu peux t'en mêler aussi. Hein. Non. D'abord, il faut se poser la question, c'est quoi la confiance en soi? Est-ce que la confiance en soi, c'est j'ai confiance en moi, donc je vais foncer tête baissée dans tous les problèmes et essayer de réussir le plus possible? Ou alors, la confiance en soi, c'est aussi pas est-ce que je vais avoir un échec qui va m'arriver dans ma vie? Bon, nous, aujourd'hui, comme on est au lycée, un échec peut-être, c'est certainement je vais faire un contrôle, la professeure me le rend 2 semaines après, c'est une mauvaise note. Est-ce que la confiance en soi, c'est pas la capacité à pouvoir se relever après cet échec? Moi, je pense que c'est plutôt ça. Et alors, si c'est ça, avoir confiance en moi, oui, je pense vraiment que j'ai confiance en moi. Moi, je pense que la confiance en soi, alors pour aller dans le sens d'Enzo, c'est en plus avoir confiance en ses capacités. Et avoir confiance en soi, ça implique qu'on sait de quoi on est capable. Et aussi ce dont on n'est pas capable et ce dont on a besoin de faire pour être capable ensuite. Donc là, on a besoin de s'améliorer. Et là, on sait déjà qu'il y a un acquis, mais qu'il faut quand même entraîner cet acquis pour le conserver durablement. Certainement, ouais. Mais est-ce que penser comme ça, c'est pas aussi se mettre des barrières? Non, c'est pas se mettre des barrières, c'est savoir de quoi on est capable. C'est avoir confiance en soi, il faut savoir de quoi on est capable. Et si Hélène nous donnait son avis? Eh bien, dites-vous que au lycée, je me disais la même chose. Je me disais, comme tu le disais, si je veux faire quelque chose, rien ne m'empêchera de ne pas l'accomplir. Et puis, j'ai eu des mauvaises notes. Ma mère n'est pas au courant, donc non, en réalité, je n'ai jamais eu de mauvaises notes. J'ai toujours eu de très bonnes notes au lycée, sauf une fois en histoire. C'est une longue histoire, justement. Mais justement, oui, c'est accepté en commençant déjà par voir cette petite proportion qui est le contrôle que j'ai échoué. Je vais m'en relever. Voir ça comme de la confiance en soi, ça fait un bon début et c'est ça qui aide. Aussi se dire, si je veux faire quelque chose, je me donne tous les moyens d'y arriver. C'est aussi avoir de la confiance en soi. Et avoir de la confiance en soi, c'est aussi se dire, je suis capable de faire ci ou ça, et de les reconnaître comme ses acquis pour les perfectionner. Mais ça va être aussi reconnaître que si je ne suis pas capable de le faire, c'est comment je peux arriver à le faire aujourd'hui
et pourquoi je n'arrive pas à le faire. Est-ce que oui ou non, un jour, j'en serai capable, ou est-ce que je l'accepte comme quelque chose dont je ne suis pas capable, et comment je fais pour continuer à vivre avec. Et c'est quelque chose, dites-vous, que moi, à 23 ans, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais toujours pas utiliser Excel. C'est ma petite peine, je ne sais pas utiliser Excel, mais j'arrive à me débrouiller. Normalement, mon compte en banque est toujours au vert. Mais c'est aussi se dire que pour l'instant, le plus gros problème que vous aurez, ce sera certes un contrôle raté. Puis le contrôle raté, ce sera peut-être un mois d'impayé de votre loyer ou l'oubli de rendre un papier administratif. Et ces petites choses qui, en fait, plus vous grandirez, et même moi, plus je grandirai, plus j'aurai des chances de les connaître. Et donc, il faut s'y préparer, il faut se dire que parfois, et malheureusement, on pourra faire du mieux que l'on peut. Et j'aime pas être défaitiste, mais bon, soyons réalistes, on pourra faire du mieux que l'on peut et parfois les choses ne vont pas se faire comme on le veut. J'aurais voulu avoir mon master en droit, mais je ne l'ai pas eu. Et pourtant, je me suis relevée, j'ai décidé de me relever et j'ai cherché d'autres solutions, j'ai cherché mes capacités, j'ai pris mes acquis et je me suis dit, si ça, je ne peux pas le faire, ben, je vais pouvoir faire autre chose. Donc le concours de greffier et plein d'autres choses qui s'ouvrent aujourd'hui à moi. Donc tu as confiance en toi. Donc, vous avez compris, j'apprends à avoir confiance en moi. Vous avez compris, mes chers téléspectateurs et chers auditeurs, qu'on a affaire à la famille Monerville, petite fille de Gaston Monerville, petite nièce de Gaston Monerville, qui fut un avocat émérite et qui fut le président de l'Assemblée nationale, du Sénat, pendant 14 ans, et qui fut un grand résistant et qui a laissé énormément de traces dans l'histoire de France. C'est une famille d'avocats, sa maman est avocate, elle aurait pu le devenir, ben elle a choisi, eu égard à ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, ce qu'elle nous dira, une voie annexe, mais elle reviendra. Vous avez vu la tchatch, vous avez vu le bagou, elle a la verve de l'avocat. Maintenant, elle a une confiance en soi, c'est certain, vous avez tous confiance en vous, mais avez-vous confiance en vos proches? Car dans la vie, on a des gens qui nous sont proches. Doit-on leur faire systématiquement confiance? Quelle confiance doit-on leur accorder? Est-ce que c'est réciproque? Parce que parfois, si on n'a plus confiance, c'est qu'on risque d'être trahi. Alors, quelle confiance apportes-tu à quelqu'un? Tu donnes ta confiance? Quand je suis dans une relation d'amitié, la confiance va d'elle-même, mais je peux très vite reprendre ma confiance. Et aussi, la confiance n'exclut pas le contrôle. Quand je donne à quelqu'un une tâche à faire en me disant je lui fais confiance, je me réserve le droit de contrôler le travail qu'il a fait pour être sûr que ça puisse aller. La leçon est retenue, c'est très bien. Enzo, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Tu as la parole. Franchement, je pense à peu près comme Christophe en matière d'amitié. Et tu as parlé proche. Moi, quand on dit proche, je pense à famille. Bien sûr. J'ai eu des hauts et des bas, même à mon âge. J'ai vraiment du mal et je fais vraiment presque plus confiance à mes proches et à ma famille. Qu'on soit clair et net. Johan, qu'est-ce que tu penses de la confiance que tu peux accorder aux autres et que les autres peuvent t'accorder? Les proches, la famille, les amis, est-ce que c'est quelque chose d'essentiel? Oui, c'est essentiel, mais faut faire attention à qui on l'apporte. Et après, moi aussi, comme Enzo, j'ai eu des hauts et des bas avec ma famille. Du coup, il y a plein de personnes dans ma famille à qui je fais plus confiance ou je fais plus confiance comme avant. Et après, je suis aussi du genre à donner très vite ma confiance à des gens. Et c'est vrai que quand la confiance est brisée, après, on a tendance à moins vite donner la confiance à des personnes. Est-ce que quand on a donné sa confiance, qu'on a été trahi, qu'on a un peu peur d'attribuer la confiance à quelqu'un et pas peur de la reprendre, on a confiance systématiquement à la vie? Est-ce qu'on est bien dans sa peau? Est-ce qu'on se fixe d'objectifs et on dit je vais y arriver parce que j'ai confiance en la vie? Oui. Quel est ton point de vue là-dessus? Oui. Je pense que j'ai été trahi par certaines personnes. Mais pourtant, ça m'empêche pas d'avoir régulièrement des petits projets comme ça, en dessin ou en musique avec des amis.
Vous pouvez débattre, hein, vous pouvez prendre la parole. Allez-y, hein. N'attendez pas que je vous... Alors Hélène, qu'est-ce que tu en penses? Tu as confiance en la vie et la confiance que tu peux accorder à quelqu'un. Si on te trahit, que vas-tu faire? Comment vas-tu réagir? Alors, de la confiance, déjà de la confiance en soi, on peut écrire un livre, mais de la confiance envers les autres, encore plus. Regarde bien la caméra. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux avoir confiance en ma famille? J'aime à dire que oui, et comme vous deux, j'ai connu des hauts et des bas familiaux. J'ai connu des très hauts, des moments où ma famille m'a permis de faire beaucoup de choses, notamment mes études supérieures. Je n'aurais jamais réussi sans ma famille et je les remercierai jamais assez, car si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est certes grâce à moi, à mes capacités, mais à eux d'y avoir cru. Est-ce que pour autant je peux leur faire confiance sur tout? Ben non, puisqu'il y a des moments où le chemin doit se faire seul. Et est-ce que je peux avoir confiance en mes amis? Des personnes que je décide d'appeler mes amis, je peux leur faire confiance et je leur fais confiance. Et c'est pour ça que je les appelle des amis. Des personnes que je considère comme des connaissances, des potes. Je leur accorderai une confiance moindre. À des choses que je ne leur confierai pas. Je me mettrai toujours, je ferai toujours attention. Et puis, il y a ces choses que nous, les femmes, on adore avoir. C'est notre petit jardin secret. Qui est même les membres de notre famille, notre meilleur ami, notre BFF n'est pas au courant. Parce que même si on peut avoir confiance envers les autres, et il faut avoir confiance envers les autres, comme on le dit très souvent en philosophie, si je me souviens de mes cours de terminale, l'être humain est un animal social. Il faut parfois avoir son petit jardin secret, car ça fait du bien en vrai. Je ne saurais dire comment, ça fait tout simplement du bien. Merci, le jardin secret. Tu l'as jamais su, puis c'est trop tard pour que tu le saches. Mais avant, j'étais jardinier. Je travaillais dans les jardins secrets des femmes. J'ai appris des choses incroyables. Je me reposais à l'ombre de leurs soucis et j'étais illuminé. Oh, tu vas le répéter à ta mère, toi, d'accord. Alors, que penses-tu de la confiance en la vie, Christophe? La confiance en la vie. Ouais. La confiance en la vie, moi je pense qu'il n'y a rien de plus beau. On a toujours quelque chose qui a rien de plus beau que autre chose, mais la confiance en la vie, c'est magnifique. Ça implique avoir confiance en soi, avoir confiance en ce qu'on veut, en nos amis, en notre famille. Moi, j'ai confiance en la vie, oui. Parce que je vois la vie, pas en rose, mais positivement. Vous venez tous les quatre d'éveiller quelque chose qui est extrêmement attentionné et qui mérite que l'on le soulève. À travers cette confiance que vous faites, on sent que vous aimez les choses. Et dans la vie, dans les chemins de la vie, les chemins que vous allez choisir, rien ne peut se faire sans l'amour. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Aimer et être aimé, ça te parle de quoi? Ça te parle en quoi? Qu'est-ce que tu entends par là? Aimer et être aimé. Joanne? Je vois quelque chose de réciproque. C'est quelque chose où on a quelque chose en retour. C'est pas un don à sens unique. On peut être ami avec quelqu'un, mais si cette personne n'est pas amie avec nous en retour... Je ne parle plus de l'amitié, je te parle de l'amour. Définis-nous ce que tu entends par l'amour. Est-ce que c'est la baise ou est-ce que c'est l'amour que tu vas porter à quelqu'un, qui est l'amour agapé, comme il est dit dans les Écritures, ou en philosophie romaine? L'amour agapé, c'est l'amour sincère, la sincérité, la confiance. Vas-y, définis-moi l'amour. Parce qu'il y en a, ils parlent comme des chevaux, ils pensent que l'amour... Non, on n'en est pas là. Hein. Alors, vas-y. L'amour, c'est un sentiment, donc on peut pas le forcer, on peut pas l'obliger. Du coup, il faut que ce soit quelque chose de réciproque et compréhensible. Il faut que les deux personnes le comprennent et le ressentent. Ou il peut pas trop avoir lieu. Donne le micro à Enzo, il va nous donner son point de vue. Vas-y, donne ton point de vue sur ce qu'est l'amour à tes yeux. Déjà, on peut pas le définir. Parle sans haine, sans crainte, vas-y, comme d'habitude. On peut pas demander d'expliquer l'amour parce que ça fait des décennies, des centaines d'années, on n'a toujours pas pu l'expliquer, même à travers des écrits, des films, des musiques. Personne n'arrive vraiment à l'expliquer parce que c'est un sentiment. Mais est-ce que, ta question de base, je crois que c'était, est-ce qu'on peut vivre la vie sans l'aimer, ou est-ce qu'il faut absolument l'aimer? Là, on pense tout de suite à une personne, mais moi, j'aime la vie, mais pas par des personnes.
j'aime la vie par des plaisirs qui me sont propres ou qui sont quelconques. C'est-à-dire que moi, j'aime aller en cours de maths. J'aime... c'est des choses très simples. Moi, j'aime marcher, et voilà, c'est pas Tu aimer une embrayes personne. tout de suite, c'est incroyable. Tu embrayes sur le thème suivant que j'ai défini. Le thème suivant, c'est j'aime, je t'aime. Pas moi, hein. Je t'aime un merci. peu, beaucoup à la Moi folie, aussi. pas du tout. Tu sais très bien, quand on effeuille la marguerite, je Marguerite. t'aime. Oui, la marguerite, c'est la Tu l'as fleur. jamais fait? Mais des pâquerettes, dis donc. Ah, non, mais ça, c'est Dordogne. petit amour, tout petit amour. Hein. Bah oui, mais c'est parce Ben, qu'on non, en le parle. gros amour, Il y c'est en a des beaucoup. gros pétales blancs à la Martinique. La Martinique. Pardon, c'est hibiscus en Martinique. Non, non. Oh, non. La marguerite, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la Oui, folie, oui, pas oui. du tout. Alors, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie, pas du tout. Quel est ton point de vue là-dessus? Ah. Réfléchis, mon gars, parce qu'après, je vais te poser la question. Hein. C'est une cristallisation, c'est la cristallisation de l'amour. C'est-à-dire que au début, on va rencontrer une personne, là je parle d'une personne, on va aimer un peu, beaucoup, passionnément à la folie, et puis on Après, la plus du déteste. tout. Exactement. Ah, d'accord, Mais voilà. c'est le jeu de la marguerite. Ah, voilà. C'est exactement ça, et ça marche Christophe, comme qu'est-ce ça que dans t'en la vie. penses de ça? Moi, je pense que ce jeu-là, c'est une question qu'on se pose à soi-même. Mais c'est une question qui relève de son propre doute. Je suis pas sûr, hein, mais au fond, je pense que c'est une question qu'on n'a pas forcément besoin de se poser. Et plus on se la pose, plus on va se faire mal, plus on va enlever des pétales. Et au final, il faut mieux rester optimiste, en fait. Voilà, il faut rester optimiste et se dire je l'aime. Et puis, alors, faut pas trop aimer, parce que l'excès de tout nuit en tout, je l'ai déjà dit. Et puis, si tu aimes trop, tu finis forcément par te brûler les ailes et à t'en vouloir. Par contre, faut aimer raisonnablement. Faut pas non plus ne pas aimer du tout, parce que sinon, on passe à côté de certaines choses, de certaines relations, comme amitié, comme amour, etc. Puis, il faut aimer raisonnablement. Ben moi, je vous aime tellement que je vais vous accorder une pause musicale. Ça va vous permettre de réfléchir sur le second acte de l'amour. On va l'évoquer après. Bonne pause musicale. Eh bien, mes chers auditeurs et téléspectateurs de CLC Média et de CLC Web Radio sur YouTube, nous reprenons le cours de notre émission La vie de l'ado, les chemins de la vie de l'ado. Nous en étions à l'effeuillage de la marguerite. Je t'aime un peu, pas beaucoup, à la folie, pas du tout. Et moi, je vous aime tous. Parle-moi de l'amour de la vie, tu en as parlé. Et en substance, ben, puisque tu l'as dit, c'est que penses-tu de l'amour en règle générale? Ouh. Alors même moi, j'apprends encore ce qu'est l'amour. Est-ce que j'ai déjà connu l'amour? Parfois, je me pose la question. J'aime beaucoup dire ça à mes amis, aux gens qui m'entourent. Je suis née le jour de la Saint-Amour. Donc, je ne peux être qu'amour. Mais tu Et l'es, puis- puisque tu es là, tu l'es. Je te recadre. Il y a l'amour que tout être recherche, l'amour affectif, et puis il y a l'amour qui est général, celui que l'on porte à la vie et aux autres. Ah oui, et en vrai, Enzo, tu as dit quelque chose. Ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle une valeur rabelaisienne. C'est aimer les choses simples de la vie. C'est par exemple, c'est aimer se lever le matin et boire un café. Ou une tasse de thé, un chocolat chaud. Personnellement, c'est le café, c'est ma petite addiction depuis que j'ai commencé mes études. Et ça peut être aussi simplement se promener, voir des amis. Ça peut être prendre le train. C'est ces petites choses qui font que on est heureux, ça fait du bien, ça fait plaisir, tout le monde est content. Et il y a aussi, par exemple, j'ai une de mes meilleures amies qui a passé plusieurs mois au Mexique. Être heureux, c'est de me réveiller le matin en me souvenant qu'elle a les clés de chez moi et me réveiller en pyjama, pas du tout adorable, pas du tout coiffé, rien du tout, et de se dire, ah, il y a une personne que j'aime sous mon toit et c'est de l'amour, c'est de la joie. Et justement, comme tu l'as dit, cet amour affectif, trouver un homme, une femme, une personne que l'on aime. Est-ce qu'on le cherche? Est-ce qu'on l'espère? Est-ce qu'on l'évite? C'est dur à savoir. Moi, à bientôt 23 ans, je ne saurais toujours pas dire est-ce que je suis réellement tombée amoureuse? Je pense que oui. Et pourtant, je n'en suis pas sûre. De qui? De qui? Curieux.
curieux. Alors, dis donc. si maman écoute, maman saura. Non. Maman saura, mais. Je pensais à elle, que je pensais à ta maman. Non, mais maman sera toujours l'amour de ma vie, l'homme de ma vie, le plus beau, le plus fort, c'est mon papa. Et voilà, super. Mais un jour, on espère trouver une personne autre qu'on Bien sûr. aimera, avec qui on bâtira des choses, et le cheval blanc, et tout, et tout. Est-ce qu'on le trouvera? Je ne sais pas. Personnellement, je croise les doigts. J'habite à Bordeaux, si vous cherchez. Est-ce que je le trouverai? Je ne sais pas. Bon, on va t'arranger ça, t'inquiète pas. Mais belle comme tu es, tu vas trouver, t'inquiète pas. Oui. Rassure-toi. On va en parler après l'émission. Oula. Le contraire de l'amour, à mon sens, c'est la haine. Oui. Quand il n'y a plus d'amour, c'est ou l'indifférence totale, ou on efface la personne durant le tableau de sa vie, on pardonne, mais on n'oublie pas. Mais par contre, il y a souvent de la haine. On n'arrive pas à s'en sortir, et la haine est quelque chose qui était une très mauvaise conseillère. Qui veut prendre la parole pour parler de ce qu'il ressent lorsqu'il a de la haine pour quelqu'un? Oui, Moi. vas-y. Bah, déjà, je pense que la haine, c'est pas le contraire de l'amour, parce que pour moi, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Si je suis indifférent à quelqu'un, c'est que je l'aime pas et je m'en fous. Par contre, la haine, c'est que j'ai aimé, que pour X ou Y raison, je me sens trahi et mon amour est blessé. Et là, ça y est, s'il y avait de l'indifférence et que j'aimais plus d'un coup comme ça, bon, déjà, je serais soit un surhumain, soit un extraterrestre. Mais j'aurais pas vraiment aimé la personne. Si je l'aime vraiment, je serais blessé. À ce moment-là, oui, j'aurais de la haine. Et c'est la haine qui nous donne envie de crier, de s'arracher les cheveux, de frapper des murs ou quelqu'un. Et puis. C'est pas ce qui m'est arrivé, moi, je vous le rassure tout de suite. Ouais, moi j'ai une question, Christophe, parce que tu Vas-y, as dit pose. oui, si jamais j'ai aimé et que je me sens trahi, alors si je reste indifférent, c'est que je suis un extraterrestre. Donc pour toi, si on Tu a viens de aimé Mars, c'est ça, quelqu'un... tu vas me dire? Non, mais si on a aimé quelqu'un, pour toi, après avoir aimé une personne, être indifférent, c'est impossible. C'est pas humain. Bah, pour moi, c'est très dur. Moi, je vois pas comment on peut le concevoir. Enfin, si j'ai Ouais. vraiment aimé passionnément quelqu'un, puis qu'il y a, je sais pas, disons une tromperie, et que la personne me jette comme un vieux mouchoir, et que je me rends compte que finalement, j'ai été trahi, et bah forcément, je vais avoir les boules, quoi. Je vais la détester, la personne. Alors après, si tu t'en fous comme ça, bon, tant mieux, mais pour moi, c'est que tu ne m'aimes pas vraiment, toi non plus. Mais après, chacun C'est sa vrai. vision des choses. Je t'aime, moi non plus, c'est ça? C'est de l'amour vache au final. Ouais, mais là, c'est plus vraiment de l'amour. Ah, Ouais, c'est de l'amour. Mais c'est plus vraiment de l'amour, quoi. Joanne, parle-nous d'amour. Parlez-moi d'amour, dites-moi des choses tendres, vas-y, on t'écoute. Chante-nous une chanson. Ah, voilà. C'est marrant, hein, quand on parle de haine et d'amour, Ouais. souvent les esprits se coincent, se ferment, et l'escargot rentre dans sa coquille. Mais c'est gênant aussi de parler d'amour. Ben justement, C'est l'intimité justement. la plus profonde d'amour. Est-ce que c'est pas de la sincérité? Moi, je dis je t'aime. Je dis je t'aime quand je me lève à mon fils, je dis je t'aime à ma femme, je dis je t'aime à tout le monde, jusqu'au jour où je les aime plus, mais là je leur dis plus, puis je suis indifférent, tu as raison, je n'ai pas de haine, mais je deviens indifférent. Lorsqu'on m'a fait une vacherie, mais sinon, il faut aimer. On ne vit, à mon sens, qu'à travers l'amour. Si tu vis d'amour, ton cœur va s'enrichir et tu seras heureux. Si tu vis dans la haine, tu vas vivre dans la négativité et tu vas pas progresser et tu vas te rendre malade, tu vas te faire des maladies psychosomatiques et ça va pas aller. Mais je suis pas là pour vous faire la morale. L'amour sincère implique de ne jamais mentir. Parle-moi du mensonge. Ouh. Et parle-en à la caméra parce que c'est au monsieur et à la dame qui sont là-bas que tu vas parler. Alors, le mensonge. Je me souviens Tu le d'une pratiques expression. tu le hein, pratiques? mais comme tout le monde. Mince. C'est pas bien. Je suis juriste après tout. Hein. Les juristes sont les plus grands menteurs. Désolé, soyons sincères. Les juristes. d'un coup. Non mais elle a raison. Allez, Ah non. continue. Ma mère est une menteuse parce qu'un jour, elle m'avait dit que j'étais née d'une rose. Puis un jour, je suis rentrée en 4e et j'ai découvert que je ne venais pas d'une rose. Ah, Oh là 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 là. Ensuite, ma plus grosse douleur, je l'ai très mal vécue. Je me suis réveillée un soir de 24 décembre. Et en réalité, le Père Noël, ben, je l'appelle papa tous les jours. eh ouais, Putain, les boules. Tout ça, ce sont des mensonges. bien sûr. Pourtant, est-ce que ce sont de mauvais mensonges? Je ne pense pas. Il y a
comme j'aime dire, il y a mensonge et mensonge et mensonge. Je vais mentir pour créer de la féerie aux gens. Ah, et je viens de révéler que si, le Père Noël existe. Le Père Noël existe, Quand même. mais il faut être riche. La magie. Il y a le mensonge qu'on fait pour créer de la féerie. Il y a le mensonge qu'on fait pour dire que je protège quelqu'un. Comment tu vas? Je vais bien. Est-ce que je mens? Est-ce que je dis la vérité? Aujourd'hui, je vais bien. Demain, peut-être pas, puisque je travaille. Et il y a le mensonge qui blesse. Et c'est pour moi celui que j'ai énormément de mal à pardonner. Est-ce que je le pardonne? J'essaye. Mais on ne pourra pas être à 100% sincère. Une personne qui sera toujours sincère, il aura des problèmes. On ne peut pas non plus mentir à 100% car c'est difficile et il faut toujours essayer d'être le plus sincère avec soi-même. Mais parfois, je me mens pour aussi me faire du bien. Comme par exemple, tous les matins, je me lève et je me dis « Mon Dieu, qu'est-ce que je suis la plus belle femme du monde ?» Et c'est le mensonge qui fait du bien. Bravo. Je mens, tu mens, il ment, nous mentons tous. Voilà, je suis vraiment désolé, nous sommes tous des menteurs. Alors toi, le gros faux cul, là, qu'est-ce que t'as été dire? Qu'est-ce que t'as dit? Vas-y. Tu ne mens jamais? Moi, mais bien sûr que si. Ah, elle bon. vient de démontrer que tout le monde ment. Ah bon. Donc, bien sûr Alors. que oui. Mais après, moi, je pense qu'il faut différencier le mensonge et ne pas dire quelque chose. C'est-à-dire que dans le cas du Père Noël, hein, moi j'y crois, c'est de la magie, mais bref, c'est un autre sujet. Mais quand on te dit, oh, c'est lui le Père Noël, etc., ça c'est un mensonge. Mais par exemple, cacher quelque chose à une personne et ne pas lui dire, ce n'est pas forcément du mensonge. C'est ça que je différencie, en tout cas, de mon sens. Et Joanne? Allô, Joanne, tu es là? Oui. Bon. Tu mens ou pas? Bah oui. T'as rien dit encore. Alors Ah dis-nous oui, ce que je tu penses mens. du mensonge. Ben, Est-ce que c'est nécessaire dans la vie de mentir? ça dépend des moments et des occasions. Enfin, il n'y a pas d'occasion spéciale pour mentir, mais on peut mentir pour protéger une personne ou Ouais. pour... Se protéger soi-même. Enfin, principalement, je pense que je mens pour protéger, pour... Tu sais qu'en matière de droit pénal, si tu mens pour protéger quelqu'un, tu es complice. Tu tombes dans la complicité. Si tu mens parce que tu es témoin de quelque chose, tu falsifies la vérité, tu risques une peine de prison et une forte amende. C'est Après, c'est si- codifié tout ça. Donc le bon mensonge existe-t-il vraiment? Je mens à ma copine lorsque je vais jouer au tennis avec mon pote et que je suis chez ma maîtresse. C'est ça? Là, je suis un beau salaud, je suis un menteur, oui, effectivement. Oui, ça, c'est pas un bon mensonge du tout. D'ailleurs, à ce sujet, puisque c'est l'avant-dernière, je vais vous en raconter une. Oh mon Dieu. Ah ouais, non, mais vous allez voir, c'est un monsieur et une dame. Ils sont au lit et ils viennent de faire l'amour. Et le téléphone sonne et puis le gars, il regarde son téléphone, il dit merde. Et il dit, à quelle heure il rentre ton mari? Ah ben, dans 1 heure à peu près. Ouf, bon, ben je vais m'en aller. Hein. Puis le téléphone de la dame sonne et là, elle répond. Elle fait allô? Alors, elle s'inquiète. Hein, d'accord, ok. Et il lui dit, tu sais, ton mari, c'est mon meilleur copain, donc je veux pas d'histoire. Hein. Non, mais qu'est-ce que tu dis? Oui, d'accord, ok. Elle raccroche, puis elle dit, tu sais, on a encore 1 heure devant nous parce qu'il est en train de jouer au tennis avec toi. Oh mon Dieu. Il avait menti. Voilà à quoi ça mène de mentir. La femme mentait à son mari et son mari mentait à la femme en lui disant qu'il jouait avec son pote tandis que sa femme était... Non, le mensonge, ça ne mène qu'à des ennuis, des embrouilles. J'ai pas compris, moi j'ai une question. Oui. Comment il faisait, s'il était avec la dame au lit, comment le mari faisait pour jouer avec le monsieur au tennis? Ben, il a menti. Il joue au tennis avec Avec une madame ou un autre monsieur. Ah, ça veut dire qu'en fait, Non, si je attendez. comprends bien, j'ai c'est pas pas- vraiment son vrai meilleur ami et qu'en fait il trompe son amitié. C'est horrible. Mais ça se fait pas. C'est comme si Enzo il disait à sa copine oui non je suis pas avec toi, désolé, c'est parce que je suis avec Johan alors qu'en fait il est avec moi. Ouais. Bon, d'accord, c'est pas grave. Bien. Après, il y a le mensonge classique pour éviter d'aller en soirée. Ah. Et puis il y a le mensonge classique des femmes. Oh, j'ai mal à la tête ce soir. Oh, toc. T'aurais mieux fait de te taire. Ah non, sachez que réellement, quand on a mal à la tête, on a mal à la tête. Quand on a mal au ventre, on a mal au ventre. Mais vous avez Et mal à la quand on tête et en au a ventre pas- souvent, hein. Oh. Et quand on n'en a pas envie, on a les trois en même temps.
Ah d'accord. Non, réellement, c'est quand très une enrichissant. Vous avez, messieurs, on vient Vous êtes d'apprendre jeune, quelque vous chose. devez l'apprendre quand on est une femme. Quand on n'a pas envie, on n'en a pas envie. Voilà, d'accord. Généralement, c'est une comme fois les- par mois. On ne dérivons pas sur, sur l'amour, restons sur l'amour agapé et n'allons pas vers l'amour physique, parce que ça va mal finir, les mecs. Le besoin de croire. On a besoin de croire aux choses, la preuve. Et je vais poser une question. En quoi doit-on croire et à qui ou est-ce que... Bon, allez, je vais à l'essentiel. Tu crois en quelque chose de mystique? Tu es porté par quelque chose? Tu es... Non. Non. Et non, non, c'est tout. Ça dépend. Non, non. Non. Tu ne crois pas? Non. Est-ce que tu crois? Bon, il faut différencier plein de choses. Moi, Vas-y, oui, différencie. je crois en mystique. Mais d'abord, quand on pense, tu crois en quelque chose, direct, tout le monde, je pense à la religion. Non, bon, moi je suis athéiste, je ne crois pas à la religion, je ne crois pas en Dieu. Ça ne m'empêche pas d'avoir quand même des fois des pensées, parce que je suis assez ouvert d'esprit. Mais J'ai pas dit des pensées, j'ai dit des croyances. des croyances, Est-ce oui. que tu crois en quelque chose? Mais je crois, par exemple, en la science. Je crois... Ah voilà. Quand on est scientifique, il faut qu'on croit en plein de choses et il faut qu'on laisse cette ouverture d'esprit, même s'il n'y a pas de démonstration, il faut y croire quand même. Tu crois en qui? En qui? Vraiment, c'est une très bonne question. Je crois en qui? Je crois en mes professeurs, Tu crois en toi quand même. bien sûr. Ça dépend Bon. desquels des- Christophe, tu crois en qui? Bon. Et est-ce que tu crois d'abord? Moi, je crois en plusieurs choses. Déjà, alors oui, je crois en Dieu, mais ça, c'est des convictions personnelles. Bon, ça, pas la peine d'en parler. Mais bien sûr aussi, je crois en la science, à l'avancée scientifique. Mais moi, je suis un humaniste. Je crois en l'homme. Je crois en ce qu'il est capable de faire, au bon qu'il est capable d'apporter, et malheureusement aussi, je crois au mauvais qu'il est capable d'avoir. Mais j'espère, et c'est pour ça que je crois, qu'il est plus capable du bon que du mauvais. Voilà. Pour moi, il y a toujours quelque chose de bon et l'homme n'est pas mauvais de nature. C'est pour ça que je crois en l'homme. Je crois en beaucoup de choses. Je crois en la justice. Je crois dans l'égalité. Je crois dans la fraternité. Et dans l'amour aussi. Mais je crois dans plein de choses. C'est mes valeurs. Qu'on m'a enseigné. Que tu m'as enseigné. Ah, merci, c'est gentil. Ma chère Hélène, tu as un besoin de croire? Et si oui, de croire en quoi? Alors, sincèrement, j'ai trouvé beaucoup de moments de réconfort quand j'ai décidé de croire, quand j'ai décidé de croire en Dieu, quand j'ai décidé de croire en la justice, quand j'ai décidé de croire, de continuer à avoir de l'espoir. Et malgré tout, je pense que vous l'avez vu, c'est difficile aujourd'hui de croire et d'avoir de l'espoir, que ça soit politiquement, que ça soit internationalement. Et pourtant, dites-vous qu'avec mes amis, malgré une règle qu'on s'est donnée de ne pas parler ni de politique, ni de religion, ni du dernier Batman, on ne parle pas du dernier Batman. Je décide de croire en un meilleur avenir. Comme tu l'as dit, tout homme est capable du meilleur comme il est capable du pire. Pour autant, il est important, pour moi, ça a été mon choix de pouvoir continuer à avancer, pouvoir continuer à espérer, de se dire, je crois qu'il y aura un avenir, que Jean-Claude Van Damme avait tort, que dans 20 ou 30 ans, il y aura toujours de l'eau, et de créer mon avenir comme ça, et en continuant à croire que ça soit en une force supérieure, ou envers les personnes qu'on choisit ou non, on pourra avancer. Par exemple, comme tu l'as dit, le fait, Joanne, que tu dis que tu ne crois en rien, je pense que c'est un peu irréaliste. Tu crois forcément en quelque chose. Si ce n'est pas en toi, c'est peut-être en autre chose qui t'a poussé à faire les choix que tu fais. Si tu ne crois en rien, comment fais-tu? Tu peux répondre, Joanne. Alors oui, je crois à des choses, mais il faut que cette chose soit montrée, il faut que je puisse le voir, la preuve en face de moi. Parce que si on nous dit par exemple, il y a quelqu'un, il a fait ça, mais qu'on peut pas nous montrer, qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai, qu'est-ce qui nous dit que c'est faux? Du coup, c'est juste pour être sûr et pour pas croire une potentielle bêtise ou
ou un potentiel mensonge. C'est Tu es comme Saint Thomas, tu crois que ce que tu vois. Oui. Et pourtant, c'était Saint Thomas. Et toc. Non, non. Non, mais c'est très bien. Vas-y. Moi, j'ai une question. Est-ce Oui. que, alors vous allez sûrement me dire que j'ai tort, mais est-ce que croire, ça renvoie pas à une dimension d'espérer quelque part et de croire sans forcément avoir de preuves? Alors bien sûr, quand je dis ça, ça renvoie aux religions parce que bon, ça, il y a pas grand-chose qui nous le prouve. Mais quand un scientifique émet une hypothèse, il a des raisons de croire. Ces raisons, elles lui sont personnelles. Il a aussi quelques preuves, mais il n'en a pas toujours la preuve tangible, le fait accompli. Il a besoin de confirmer et lui, il croit. Est-ce que croire, est-ce qu'on a forcément besoin de quelque chose de pur et dur pour croire, en fait? C'est la question que tu dois te poser, je ne peux pas te répondre. Et je ne veux pas te répondre. Néanmoins, je souligne la qualité du débat, parce qu'il y a des choses évoquées qui sont vachement perspicaces, qui nous permettent de mieux vous comprendre et de mieux, pour vous situer. Sur le chemin qui va vous conduire dans la vie, il doit y avoir, vous devez bénéficier de la force. Cette force et ce courage que l'on souhaite aux gens, comme j'ai dit force et courage pour notre ami Lionel Chalex qui est malade, qui s'en sort, on donne la force et le courage aux Antilles, on donne, vous avez vu que je porte quelque chose de la Guadeloupe, le spirit, le combat de ce Guadeloupéen qui est un combat pour l'amélioration des conditions de vie et surtout pour cette croyance, cette force qu'il a et qu'il doit transmettre, ce courage. Cette force physique, cette force morale, cette force culturelle même. Est-elle nécessaire? La possèdes-tu? Ou la recherches-tu? Oui, toi. Es-tu Guadeloupéen? Bah oui, oui, tu es humain. Oui, Guadeloupéen, il y a des gens aussi qui sont forts partout, et il y a des faibles partout. Mais moi, je suis un humaniste et j'assimile à l'ensemble de l'humanité ses vertus et ses qualités. Là-bas, c'est très visible parce qu'on en vit et on vit avec. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, oui, j'ai ces forces. Enfin, je le pense et j'espère que d'avoir une force physique, morale, psychologique et tout ce qui s'accompagne. Ça renvoie à au début, il faut avoir confiance en soi. Voilà. Donc, ça renvoie à la confiance Enzo, la confiance en soi. Bah là, en l'occurrence, donc du coup avec la Guadeloupe, on a parlé c'est de l'envie de se battre. Donc oui. Je pense pas que c'est. Est-ce qu'on pense qu'on en a les capacités, mais est-ce qu'on en a vraiment envie? Surtout ça. Lorsque tu vas devoir prendre le chemin de ta vie, que tu auras défini et que tu vas t'engager sur ce chemin, se battre, c'est pas que se battre avec les poings ni avec les armes, c'est se battre contre ce que la vie va te proposer de bien et de mal. Se battre contre toi-même. Mais voilà, donc oui, c'est une force, cette force-là. Ouais. Comment tu l'as définie alors? Justement, moi je pense que même si on s'en sent pas capable, et même si on n'a peut-être pas les capacités, si on en a envie, on peut tout accomplir. C'est peut-être un peu utopique, mais vraiment, j'y crois dur comme fer. Est-ce que le fait d'avoir une force de culture, la culture, l'enseignement, va vous donner des acquis, des connaissances? Est-ce que cette force culturelle est utile pour avancer dans la vie? Oui. Enfin, elle est pas indispensable. Mais c'est mieux d'avoir d'être cultivé, d'avoir des connaissances dans plusieurs domaines, et de s'intéresser à beaucoup de choses et d'acquérir un petit peu plus de connaissances au fil du temps pour justement pas tourner dans sa bulle de raisonnement. Par exemple, quelqu'un qui lit beaucoup de poésie, et après il peut se mettre à la philosophie ou pour élargir son cercle pour mieux raisonner sur ce qui se passe autour de lui. Donc si je résume, la culture rend l'homme plus fort. Oui. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Qu'est-ce que tu en penses, ma chère Hélène? Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Sincèrement, je peux le dire, hein, du haut de mes 22 ans. Et de tes 1m90. Et de mes 1m90. Et de mes, ça ne se demande pas, kilos. Il y a des moments où, quand il fallait avancer, j'avançais, j'ai fait un pas, deux pas, trois pas, des pas au point où j'en ai eu mal aux pieds et j'ai perdu des centaines d'euros de chaussures que j'aimais beaucoup. Et des moments
où, même très récemment, j'en avais parlé à l'époque avec Jean, j'ai abandonné. J'ai perdu espoir, j'ai perdu une force que je pensais perdue tout bonnement. Et j'ai arrêté de croire en moi. Et j'ai abandonné. Je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, mon plus grand ennemi, c'était moi-même. Parce que malheureusement, la vie n'est pas toujours là pour aider. Malheureusement, on se prend une bonne balayette à la Chuck Norris et c'est dur de s'en relever. Certains ne l'ont pas fait et d'autres, j'espère comme moi, ont réussi à le faire. Et il faut réussir. Il faut parfois aussi s'accorder une pause. Il faut se dire, voilà, là, clairement, je me suis pris un énorme knockdown. J'adore la boxe. Et j'ai besoin de rester un peu à terre, de me reposer, de me donner du temps. Chose que j'ai faite, par exemple, après ma licence. Je me suis reposée, je me suis donné du temps pour ensuite me relever, me dire, c'est bon, on repart sur le ring, on continue, on gagne les 3 manches, on rentre chez soi, on est bien. Et puis, il y a aussi cette idée de culture. Comme tu l'as dit, il est important d'avoir de la culture. Et là, je vais prendre une phrase que, encore une fois, ma chère maman et même ma mamie me disent encore aujourd'hui, parce que je suis un peu orgueilleuse, je l'avoue. Faut se voir comme un vase. Regardez quand tu leur parles. Oui. Faut se voir comme un vase. Un peu comme ces vases de bonbons. Certes, ils sont à moitié remplis, donc je peux m'en servir, je peux l'utiliser, je peux en faire quelque chose. Je peux même les proposer aux autres. Tiens, ça tombe bien, je te coupe. Et là, il faut que je te coupe parce que c'est l'heure de la pause. Donc, tu vas nous proposer un bonbon et pendant la pause, on va manger ton bonbon et tu reprendras après. Allez, pause musicale. Merci beaucoup. Eh bien, nous reprenons le cours de notre émission et nous attendons ta métaphore puisque je t'ai interrompu. Chère Hélène, tu as la parole. Et regarde bien la caméra, s'il te plaît. T'es tellement belle qu'il faut que tu regardes la caméra. Merci. Alors, le fameux vase, oui, donc pour la culture. Donc, comme je le disais, il faut toujours s'imaginer comme un vase. Un vase vide n'a aucun intérêt, on ne peut rien en faire. Un vase trop rempli, on ne peut rien y mettre. Si on y met quelque chose, ça déborde. Alors qu'un vase à moitié rempli, comme je disais, comme ces petits vases de bonbons, non seulement on peut les donner, je peux apporter la culture que j'ai, je peux l'offrir, je peux m'en servir, mais vu qu'il reste des choses à mettre dedans, je peux en recevoir. Je peux en apprendre tous les jours. Et une chose qu'on dit beaucoup en Guadeloupe, toujours faire en sorte de chaque jour en apprendre quelque chose. Et pour moi, c'est très important. Toujours se dire, ce matin, je ne sais rien. Ce soir, je sais un peu plus. Mais je ne sais toujours rien. Et sans culture, on n'avance pas. Avec trop de culture, on n'avance pas. C'est pour ça que j'aime fonctionner avec la culture du juste milieu. Je sais un peu, mais pas beaucoup. Je fais un peu, mais pas trop non plus. Socrate, je sais, mais je sais que je ne sais rien. Eh bien maintenant, je vais vous interpeller, puis vous allez me répondre à brûle pour point comme ça. Aide-moi à passer, s'il te plaît. D'accord. Aide-moi à passer. Parce que je doute, je n'ai pas confiance en moi, je ne suis pas sûr d'y arriver et j'ai peur. Joanne, aide-moi à passer. Tu peux y arriver, tu peux croire en toi. Peu importe ce qu'on t'a dit ou ce qu'on t'a fait, tu peux y arriver. Et c'est ta conscience qui peut t'élever et te permettre d'y arriver. Avant tout, faut que tu... Faut que tu te débrouilles tout seul, voilà. Et que je compte sur moi. Excellente analyse à toi, Enzo. Qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi passer. Aide-moi à passer, s'il te plaît. Aide-moi à passer. Déjà, arrête, parce que tu peux. Le mal attire le mal. Donc si tu penses que tu peux pas, forcément tu vas pas pouvoir. C'est complètement logique. Aujourd'hui, tu vas mal. Si ce soir t'apprends à sourire, demain matin tu te lèveras avec le sourire. Et tu y arriveras. C'est tout. Merci Enzo. Christophe, approche-toi du micro puis aide-moi à passer, s'il te plaît. J'ai peur de traverser, j'ai pas confiance en moi. Aide-moi. Avoir peur, c'est un sentiment normal.
C'est un sentiment humain, même un sentiment animal. Et il va falloir que tu apprennes à surpasser tes peurs. C'est ça qu'on appelle le courage, c'est surpasser ses peurs. Tu vas devoir apprendre à calculer le risque, à regarder ce qu'il y a autour de toi et à comprendre comment tu vas devoir y arriver. Analyse ton problème, comprends quelles en sont les failles et ainsi tu pourras surpasser ton problème. Aide-moi à passer, s'il te plaît. T'as vu, je le dis pas avec la même fougue. Aide-moi à passer. Tu veux bien m'aider à passer? S'il te plaît. Eh ben écoute, moi aussi, j'ai extrêmement peur. Dans ces cas-là, viens, on se prend la main et on va traverser ensemble. Comme ça, on va avoir peur à deux. On va arrêter d'avoir peur à deux. Et si Dieu veut, on va réussir à deux. Bon, eh bien, dans cette première question, vous n'avez pas répondu à mon attente. Moi, je vais vous donner un conseil. Eu égard à mon expérience de vie, à mes 74 ans, au combat que j'ai mené, oui, une grande expérience dans divers milieux. Je vous ai demandé de m'aider, personne ne m'a aidé. Vous m'avez mis en face de ma glace, vas-y, t'es fort, tu peux... Non, moi je vous aide tous à passer où vous voulez. Soyez des passeurs de la vie. Soyez pas des lanceurs d'alerte forcément, mais des passeurs. Aidez l'autre, s'il te demande de l'aider, aide-le. Il est tombé, aide-le à se relever. Fais gaffe qu'il ne te fasse pas tomber, hein, parce qu'il est capable de reprendre ta main et de te foutre par terre. Donc il y a un juste milieu, mais quand quelqu'un te demande au secours, vas-y, tu réfléchiras après. Deuxième question. Bon, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est bon. Casse-toi. Casse-toi, je veux plus te voir. Mais c'est pas gentil. C'est pas à toi que je parle, c'est à Joanne. Casse-toi, c'est bon. J'ai pas besoin de tes conseils. Je te traîne comme un boulet. Je vais me débrouiller tout seul. Casse-toi. Tu me réponds quoi? Bah d'accord, tu verras tout seul ce que ça fait d'être seul. Enfin, d'accord, je m'en vais. Si tu peux faire sans moi, ça sert à rien que je reste du coup. Enzo, casse-toi. Casse-toi, je peux me débrouiller tout seul. Tu me réponds. Tu penses que tu peux te débrouiller tout seul? D'accord. D'accord, débrouille-toi tout seul, mais ne reviens plus jamais me voir, par contre. Au moins c'est clair, net et c'est précis. Christophe, Oui. te casse pas surtout, mais c'est un jeu. Hein. Casse-toi, casse-toi, vas-y, tu m'énerves. Tu me réponds quoi? Kunyamamao. Ils rigolent, ils comprennent même pas ce que ça veut dire. Il y a Kellen et Jean qui ont compris. Non, ça c'est pas. Il n'y a même pas besoin de... La plus grosse insulte créole que la gens terre eût sont pu morts porter. pour ça. Ah ouais, il y en a qui sont morts pour ça. Mais tu as bien fait, tu as bien réagi. Je te le dirai pas quand même, parce que j'ai jamais dit à une femme casse-toi. Mais quoique, imagine que ça soit réalisable, j'ai dit allez, casse-toi, casse-toi. Tu me dirais quoi? Bonne journée. Voilà. Sauf que je serai toujours derrière, on sait jamais. Bon, je fais attention à moi. Je vais vous présenter une amie intime. Et après, vous allez me présenter la vôtre. Elle s'appelle Solitude. En Guadeloupe, elle existe, c'est la négresse Solitude. Elle avait révolutionné la condition féminine et contre l'esclavage, s'était dressée en tant que femme. Mais ma solitude, elle est belle. Elle est dans mon jardin secret. Parle-moi de ta solitude, Joanne. Est-ce que la solitude est quelque chose de nécessaire pour toi? Est-ce que c'est ton ami, la solitude? Ou est-ce que tu la rencontres pas? Oui. Et je pense que tout le monde doit doit être bien tout seul pour s'accepter. Enfin, on peut pas être constamment entouré de plein de gens ou plein de personnes, des fois, il faut des moments à être tout seul et à réfléchir sur soi-même ou même à faire des choses qui nous plaisent sans forcément des personnes autour ou qui aiment ces mêmes choses. La solitude, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pour se recentrer sur soi-même, sur ses idées, sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réaliser, sur tout ce qu'on est capable de faire. Enzo, parle-moi de la solitude. Ta solitude, avec qui tu aimes parler ou celle que tu n'aimes pas? Ah, moi, je l'adore, la solitude. Moi, personnellement, je me considère un peu comme solitaire, ce qui va forcément avec la solitude, puisque quand on est solitaire, si on est tout seul tout le temps, la solitude est présente du coup. Mais comme l'a dit Joanne, c'est hyper important de savoir ce qu'on est capable de faire tout seul, parce que certes, on est sociable, mais si on est au courant de notre capacité à faire tout seul, imaginons,
Je me dis, bon, là, est-ce que je peux grimper cette barrière tout seul? Oui, je peux. Alors, quand je serai avec d'autres personnes, donc plus en situation de solitude, avec d'autres gens, je me dis, ah, ben là, avec mes amis, on est 5 ou 6, on peut faire ça. Christophe, parle-moi de ta solitude. Pour moi, la solitude, c'est un peu un faux ami. Bah, C'est un mec, la solitude? La solitude, c'est féminin. une fausse amie, pardon. D'accord. Oui, bon, c'est pas grave. Oh, ça peut exister. Hein. Hein? C'est à la mode, ça peut exister. Continue. Mais tu me déconcentres, je peux pas me concentrer, je peux pas en placer une, mais vous voyez bien. Bon. Tu n'es pas seul, au moins. Allez, la solitude. Restons sérieux. Mais on n'est pas sérieux, c'est l'émission où Bon, vous je dites que disais Ouais. que la solitude, c'est un peu une fausse amie, parce que quand on se réfugie trop dans la solitude, après on peut avoir du mal à en sortir, et puis ça peut nous amener à faire des choses qu'on regretterait, des choses que si on avait quelqu'un à ce moment-là pour nous dire fais pas ça, par exemple quelqu'un à qui on a confiance, quelqu'un qui pourrait nous donner des conseils, nous dire ne fais pas ça, ne prends pas ça, et la solitude nous aurait... Quand on est seul, on n'a pas le recul nécessaire, on est confronté à soi-même, et souvent, comme on n'a pas le recul face à ses propres émotions, on fait des choses que peut-être si on était entouré des bonnes personnes, on ne ferait pas. Hélène, en 2 mots, parce que si je te branche sur la solitude, comme tu étais baptisé avec une aiguille de phonographe, tu vas pas t'arrêter de parler, tu vas nous faire une théorie qui va être pas tellement passionnante qu'on va y passer 3 heures. Or, il nous reste encore 3 minutes pour terminer l'émission. Dis-moi ce que tu penses de la solitude. Bah, c'est un peu comme ce que vous avez tous les 3 dit. Ma solitude, je l'aime. Je suis très solitaire aussi. Et en même temps, je ne suis pas du tout seule. Je suis très solitaire. Et en même temps, je ne suis pas du tout seule. La solitude m'a appris à me développer. Mais elle m'a aussi appris à savoir ce que je ne peux pas faire seule. Elle a été une très bonne amie, la meilleure de mes amies, mais elle a été aussi la plus grande de mes ennemis. Et la solitude m'a aussi fait faire de mauvais choix, teindre mes cheveux en rouge. Mais la solitude m'a aussi aidée. Et je l'avoue, de temps en temps, je l'aime bien, ma solitude. C'est mieux de dormir seul dans un grand lit qu'avec une personne qui prend toute la place. Comme c'est bien dit, Bon, on a passé en revue les armes qui vont vous permettre de partir sur la grande route de la vie. Hein. Maintenant, je vais vous poser une question. Oui. C'est quand qu'on va où? C'est pas très français. C'est quand qu'on va où? C'est quand qu'on va où? Bah là, tout à l'heure, je vais rentrer chez moi, je pense, déjà, pour aller dormir. Alors, est-ce que vous êtes armé pour partir où vous savez, avec qui vous pouvez, et dans le but d'y faire quelque chose? Est-ce que vous êtes capable? Dernière question, c'est quand qu'on va où? Oui, ça veut rien dire. C'est la question que l'on pose quand, en politique, on a fait la synthèse des promesses que nous a tenues le candidat. Il te tient tellement de belles promesses que tu dis, mais on commence quand, là? Mais quoi? C'est quand qu'on va où? On va nulle part, on erre. Vous, d'après ce que vous m'avez dit, d'après ce que j'ai compris, vous êtes prêt à prendre le grand chemin de la vie. Oui ou non? Ouais. Je pense Non, pas. pas encore? Aujourd'hui, Je pense oui, mais pas. peut-être. Non, pas aujourd'hui. Vous êtes en cours de préparation, mais vous. Donc, vous n'êtes pas décidé à partir? Vous n'êtes pas prêt encore? Tu n'es pas prêt à partir dans le grand chemin de la vie? Non. Qu'est-ce qui te fait peur, en 2 mots? Je sais pas pas, prêt les responsabilités qu'on a à être tout seul. D'accord. Je trouve que c'est trop pour moi. Maintenant, là, actuellement, ouais, ça serait trop. Ben, c'est une forme d'intelligence. Hein. Enzo, prends le micro, vas-y. Dis-nous ce que tu en Alors, penses moi, en quelques mots. Hein. Moi, je suis bête. Moi, je fonce. Moi, je m'en sens vraiment capable. Et j'y vais. Allez. Puis on verra bien. Très bien. Comme Enzo, si je me sens capable sur le moment, il faut que je le fasse sur le coup, parce que sinon, après, je serai découragé et j'aurai plus le peps, j'aurai plus la force. Et puis bon, quand il faut y aller, il faut pas se poser de questions. Hélène? Bah, moi, j'y suis déjà dans le chemin, donc je peux plus faire demi-tour. Si on m'avait dit un mot simple, facture d'électricité, j'aurais pété les pneus de ma voiture, vraiment. Et voilà. Elle est confrontée à la réalité de la vie. Vous avez vos avis, ce sont les avis de l'ado. Votre vie, vous la menez telle que vous la concevez. Cette émission, La vie de l'ado, est terminée. Elle se termine sur un espoir. Certains veulent réfléchir,
D'autres veulent y aller et sont capables de faire demi-tour. Et puis, il y en a qui sont confrontés à la dureté de cette vie. La vie de l'ado, c'était une émission que nous retrouverons samedi de 11h à 12h. Et en attendant, bonne chance, bon vent et toute la chaleur humaine, toute l'amitié. On vous aime. À bientôt. Au revoir. Au revoir.